Il y a des choses qu'un homme fait à la guerre, et pour lesquelles il passe le reste de sa vie à tenter de se trouver une explication. Pas aux autres. Les autres n'ont pas le vocabulaire pour ça. J'ai essayé. 2 fois avec un médecin militaire reconverti en psychiatre, dans les années 90, qui hochait la tête d'une façon qui me disait qu'il entendait les mots, mais pas le poids derrière. Une fois avec mon fils, qui m'a regardé par-dessus la table du dîner, avec des yeux qui sont partis quelque part très loin, puis sont revenus, et qui a changé de sujet. On apprend vite que certaines expériences ne se traduisent pas. Elles existent dans leur propre pièce scellée, quelque part en vous, et la porte ne s'ouvre qu'à 3 heures du matin, quand la maison est silencieuse, et que l'obscurité a cette qualité particulière qui vous ramène là-bas. J'ai 70 ans. J'ai des petits-enfants qui m'appellent Papiret. Au printemps, j'entraîne une équipe de jeunes au football, parce que ces gamins me rappellent que le monde continue de produire des gens qui n'ont pas encore été brisés. J'ai un jardin. Je le soigne avec une application qui peut paraître excessive vue de l'extérieur. J'ai aussi quelque chose dans la poitrine qui ne s'est jamais tout à fait dissous. Quelque chose qui est là, silencieux et lourd et patient, comme une pierre au fond d'une rivière froide. La plupart des jours, je le sens à peine. Et puis il se passe quelque chose, une certaine qualité de lumière en fin d'après-midi, ou un claquement sourd au loin, et ça revient avec tout son poids. Voici l'histoire de comment c'est arrivé là. Vietnam, 1972. J'avais 22 ans et je croyais, avec la conviction absolue que seuls les très jeunes peuvent soutenir, que j'étais invulnérable. J'étais en zone de combat depuis 5 mois à ce moment-là. Assez longtemps pour avoir perdu la première couche d'innocence. Assez longtemps pour savoir comment sentait la jungle après un accrochage. Cette combinaison précise de cordite, de végétation et de cuivre qui se grave dans le système nerveux au niveau cellulaire et ne le quitte plus jamais. Assez longtemps pour avoir tenu des hommes pendant qu'ils mouraient, et avoir rangé cette expérience quelque part de profond et continué. Parce que continuer était la seule option disponible. Notre section comptait 8 hommes. Il faut que vous compreniez qui étaient ces hommes avant que je vous raconte ce qui leur est arrivé. Parce que cette histoire ne parle pas d'une abstraction. Elle ne parle pas de soldats ou de pertes, ou d'aucun de ces langages cliniques qu'on utilise pour émousser les angles de la réalité. Elle parle d'êtres humains précis, avec des vies précises, et des gens précis qui les attendaient chez eux. Tommy Beaumont venait de Mobile, en Alabama, 20 ans. Il avait un rire qui commençait quelque part dans la poitrine et sortait plus grand que ce qui semblait physiquement possible pour un homme de sa taille. Il voulait rentrer étudier les sciences agronomiques. Il voulait comprendre la terre. Il disait souvent que le sol était l'endroit où tout commençait et où tout finissait, et que la plupart des gens ne le regardaient jamais vraiment. Il regardait le sol partout où nous allions, avec cette curiosité professionnelle et tranquille que je trouvais fascinante chez un homme qui n'avait pas encore l'âge de boire un verre. Le caporal James Whitfield, on l'appelait Whit, venait de Détroit, 25 ans. Il avait une femme prénommée Sandra et un fils prénommé Marcus, 2 ans, dont il gardait la photo dans une pochette étanche contre sa poitrine. Il parlait de Marcus comme certains hommes regardent une boussole, comme si tout s'orientait autour de lui. Le sergent Dale Prescott avait 41 ans, ce qui en faisait un ancien selon les critères de cette guerre-là. Il avait servi en Corée, il était rentré et avait essayé la vie civile pendant 6 ans, et l'avait trouvée insuffisante d'une façon qu'il n'avait jamais su tout à fait articuler. C'était le genre d'homme qui était le plus lui-même dans des conditions d'adversité, non pas parce qu'il aimait souffrir,
mais parce que la difficulté l'organisait, lui donnait une forme. Il était calme comme l'aile l'eau profonde, pas tout à fait immobile, mais d'une densité telle que les perturbations de surface ne signifiaient plus rien. C'est Prescott qui m'a fait prêter le serment. C'est arrivé 3 semaines avant tout le reste. Nous étions en position d'attente, à guetter l'extraction après une patrouille qui avait duré plus longtemps que prévu. Et Prescott nettoyait son fusil avec cette patience méthodique qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Sans lever les yeux, il a dit « Beaumont, Whitfield, Ray, venez ici. » On s'est rassemblés. Il ne levait toujours pas les yeux. Il a dit « Je veux que vous 3 me fassiez une promesse. Le genre de promesse qu'un homme tient, même quand la tenir lui coûte quelque chose de réel. » On a attendu. Il a dit « Quoi qu'il arrive là-dehors, quoi que vous trouviez, quoi que vous rencontriez, tout ce qui respire encore quand les tirs s'arrêtent, vous le soignez. Vous comprenez? Un infirmier soigne. C'est tout le travail, tout le sens. Le moment où vous commencez à décider qui mérite d'être soigné, vous n'êtes plus des infirmiers, vous êtes autre chose. Et je ne veux pas autre chose dans ma section. On a fait la promesse, tous les 3, silencieusement, sans cérémonie, comme les hommes se font des promesses sur le terrain, comme si la sobriété elle-même était une forme de sérieux. 3 semaines plus tard, Prescott était mort, et ce qu'il avait tué m'attendait dans la jungle. Le matin de l'embuscade avait une qualité que j'aurais dû lire avec plus d'attention. Il y avait un silence qui n'était pas la paix, le silence de quelque chose qui retient son souffle. Nous étions en opération de fouille et de nettoyage. 8 hommes sur un sentier dans une végétation secondaire dense, à une 12aine de kilomètres de notre base. La matinée avait ce calme trompeur qui parfois ne présage rien du tout, et parfois présage tout. Le sentier tournait à droite autour d'un grand fromager, et le monde a explosé. Le premier coup est venu des hauteurs à gauche. Prescott est tombé sans un son, un seul coup, et il ne se tenait tout simplement plus debout. Le corps prend un moment pour accepter ces choses. L'esprit résiste. Je l'ai vu tomber, et une partie de mon cerveau a dit non. Il a glissé, il se met à couvert. Et une autre partie, celle qui traitait la réalité, a compris immédiatement. Et cette compréhension était une sensation physique, froide et absolue, se répandant depuis la poitrine vers l'extérieur. Puis, le deuxième coup, Tommy Beaumont. Il était en train de se retourner pour voir où Prescott était tombé, quand la balle l'a touché à la gorge. Il est tombé différemment, pas la chute nette d'un système nerveux neutralisé d'un coup, mais un effondrement, lent, terrible. J'ai entendu le son qu'il a fait. Je ne vais pas le décrire, je ne vais pas l'oublier. Le reste de la section a ouvert le feu, dans toutes les directions. La jungle est devenue bruit et fumée. Je me suis mis en mouvement avant d'avoir pris la moindre décision de le faire. Tommy d'abord, parce que Tommy faisait encore des sons, parce que là où il y a encore un son, il y a encore quelque chose pour lequel valoir la peine de se battre. Je l'ai atteint en 10 secondes qui ont eu la consistance d'une vie à part entière. La blessure était catastrophique. Gorge et poitrine supérieure. Le genre de blessure devant laquelle un infirmier de terrain fait aussitôt une arithmétique brutale et arrive à une réponse qui n'a rien à voir avec l'espoir. J'ai travaillé quand même, on travaille quand même, c'est ce qu'on fait. Il a attrapé mon bras, ses yeux étaient sur moi. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé de la terre. Je lui ai dit qu'on regarderait la terre ensemble, autant de fois qu'il voudrait. Il était parti en moins de 3 minutes.
Je ne vais pas vous dire ce que ces 3 minutes ont ressenti. Je n'en ai pas le langage. Et j'ai cherché. Il n'existe pas. Les tirs s'étaient déplacés. Ce qui avait été une embuscade coordonnée devenait un repli. La section, réduite, ébranlée et furieuse, se consolidait, soignait les blessés, appelait l'extraction. Prescott, Tommy, tombé. L'extraction a été demandée. 20 minutes. Et puis Whit a entendu quelque chose dans la jungle. Un mouvement. 40 mètres au nord-ouest, vers les hauteurs d'où étaient venus les tirs. Un repli contrôlé, pas un animal, un homme, le tireur embusqué, encore dans la zone. Whit m'a regardé, je l'ai regardé. On savait tous les deux ce que les autres pensaient. Rodriguez a dit, doucement et sans chaleur particulière, de la façon dont un homme énonce un fait évident. Laissez saigner ce qu'il y a là-bas. Personne n'a contredit, personne n'avait à le faire. Je l'ai trouvé à 40 mètres de l'endroit où Prescott était tombé. Je n'étais pas censé y aller. J'y suis allé quand même, seul, vite et courbé bas. Pas par héroïsme, pas exactement par devoir. Plutôt, la programmation d'une promesse faite 3 semaines plus tôt à un homme qui était maintenant mort, qui s'activait en moi sans ma pleine coopération consciente. Il était adossé contre la racine d'un grand arbre, à demi caché par les broussailles, et tentait avec une détermination énorme, et des mains qui flanchaient, d'appliquer une pression sur une blessure dans son flanc gauche. Traversé du thorax inférieur, il perdait du sang à un rythme que sa volonté seule ne pouvait pas compenser indéfiniment. Il avait peut-être 19 ans. Je veux que vous vous arrêtiez sur ça un moment. 19 ans, l'âge d'un gamin. Un gamin avec un fusil et une mission et une cause qui n'était pas la mienne. Allongé dans la boue d'une jungle qui n'était pas non plus la sienne, et qui s'efforçait très fort de ne pas mourir. Il m'a entendu arriver. Son fusil était hors de portée. Il avait réussi à en démonter partiellement le mécanisme pour le neutraliser, ce qui m'a dit quelque chose sur sa formation et son éthique qui a atterri avec un poids compliqué. Il m'a regardé avec une expression que je n'ai jamais réussi à tout à fait catégoriser. Pas exactement de la peur, plutôt comme un homme qui a fait ses calculs, qui est arrivé à la réponse, et qui attend maintenant de voir si la réponse est juste. Il croyait que j'étais là pour le tuer. J'ai posé mon sac de soins devant lui. Je l'ai ouvert lentement. J'ai levé les mains. Dans cette jungle, à ce moment-là, avec le sang de Tommy Beaumont encore sur mon treillis, et Prescott tombé là-bas dans la végétation. Je veux être honnête sur ce qu'il y avait dans ma poitrine. Il y avait du deuil. Il y avait de la rage. Il y avait quelque chose dont je ne suis pas fier. Quelque chose qui comprenait parfaitement ce que Rodriguez avait voulu dire, qui était d'accord, qui voulait simplement se relever, repartir, et laisser l'arithmétique suivre son cours naturel. Et en dessous de tout ça, la voix de Prescott, calme et méthodique, comme quand il nettoyait son fusil. Le moment où vous commencez à décider qui mérite d'être soigné. Vous n'êtes plus des infirmiers. Je me suis agenouillé dans la boue, à côté de l'homme qui avait tué mes frères. J'ai ouvert mon sac, et je me suis mis au travail. Une intervention de terrain sur une blessure par balle au thorax inférieur. Ça implique une intimité que la médecine en temps de paix n'exige presque jamais. On est à l'intérieur du corps de quelqu'un avec ses mains. On navigue à tâtons à travers les tissus et les fluides. On cherche la source du saignement. On travaille contre l'inévitable, pendant que le système nerveux du blessé fait tout pour mettre fin à l'opération. Il n'a pas facilité les choses. Pas par hostilité. Je veux être précis là-dessus. Il a enduré.
Il était discipliné dans son endurance d'une façon qui m'a fait comprendre qu'il avait été entraîné à accepter la douleur sans bruit, sans plainte. Parce que le bruit portait dans la jungle, et que la plainte était un luxe que ces circonstances ne lui avaient pas accordé. Il était là, à trembler, à transpirer, et à respirer de façon contrôlée. Et il se taisait. Je lui ai parlé. Je ne sais pas pourquoi. Il ne parlait pas anglais ou n'en donnait aucun signe. Je ne parlais pas vietnamien. Mais j'ai parlé quand même, comme j'avais parlé à Tommy dans ces dernières minutes, comme si la voix elle-même était une forme de médecine. Je lui ai parlé de Prescott. Je lui ai dit que l'homme qu'il avait probablement tué aujourd'hui était un homme bien et compliqué, qui avait survécu à la Corée et avait trouvé que la paix ne lui allait pas, et qui était revenu à la guerre non par soif de sang, mais par besoin d'une structure que la vie civile lui refusait. Je lui ai dit que je n'en voulais pas à Prescott pour ça, ni à lui, le gamin dans la boue, que toute la situation était une construction qui avait très peu à voir avec l'un ou l'autre d'entre eux en tant qu'individus, qu'ils étaient tous les deux des instruments d'argument menés par des hommes dans des pièces très loin de cette jungle. Je ne sais pas si c'est vrai. J'avais 22 ans et j'avais peur. Il m'a observé pendant que je travaillais. Au bout de quelques minutes, ce qu'il y avait dans ses yeux s'est posé sur autre chose, de l'attention, comme s'il m'étudiait, comme s'il essayait de comprendre quelle sorte de créature ferait une chose pareille. Je me suis posé cette question bien des fois depuis. L'équipe d'extraction m'a trouvé 40 minutes plus tard, encore avec lui, encore en train de travailler. La blessure était stabilisée, pas guérie. Sur le terrain, il n'y a pas de guérison. Il n'y a que la stabilisation et la prière qu'elle tienne. Mais stabilisée. Sa tension était remontée du plancher. Il était conscient. Le sergent Kowalski, qui menait l'équipe, était un professionnel. Son professionnalisme a tenu. Il a pris les décisions que la situation exigeait sans commentaire. Je lui en suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. On l'a ramené. La logistique de ça, les conversations qui se tenaient au-dessus de ma tête pendant que j'étais assis dans un coin de l'hélicoptère sanitaire, ma main sur son pouls, parce que son pouls était la seule chose que je pouvais encore contrôler. Les formulaires, les protocoles, l'intervention de gens avec plus de grade que moi et moins de proximité avec ce qui s'était réellement passé là-bas. Il est entré en salle d'opération. Je me suis assis dehors sur une chaise en métal et j'ai fixé un mur. Whit m'a trouvé là 2 heures plus tard. Il s'est assis à côté de moi et n'a rien dit pendant longtemps. Puis il a dit « Prescott aurait fait pareil ». J'ai dit « Je sais ». Il a dit « Ça ne rend pas les choses plus faciles ». J'ai dit « Non, ça ne les rend pas ». On est resté assis là ensemble jusqu'à ce que le chirurgien sorte et dise que le patient allait survivre. Whit a posé sa main sur mon épaule, l'a laissé là un moment, puis s'est levé et est parti. Et je me suis rassis sur cette chaise en métal, et j'ai pleuré pour la première fois depuis que Tommy Beaumont était mort. Pas discrètement, sans la moindre dignité. Le genre de pleurs laid qui remonte d'un endroit en dessous des décisions qu'on prend sur soi-même. Le jeune homme, je n'ai jamais su son nom. J'ai demandé après par les voies habituelles. Ce qui est revenu était incomplet ou délibérément obscurci. J'ai fini par accepter que ça resterait un blanc. Il s'en est remis. Il a été traité selon les protocoles prévus pour ce genre de situation. Je suppose qu'il est rentré chez lui à un moment ou un autre. J'ai une photo de ce jour-là. Pas de lui. De moi, assis devant cette salle d'opération, prise par quelqu'un à mon insu. Tu ressembles à un homme qu'on a retourné de l'intérieur vers l'extérieur.
et qu'on a remis ensemble par quelqu'un qui n'était pas tout à fait sûr de la façon dont les pièces s'assemblaient. Quelqu'un me l'a envoyé des années plus tard avec un mot qui disait simplement « J'étais là, je n'ai jamais oublié. Tu as fait ce qu'il fallait. » Je ne sais pas si c'est vrai. J'y ai réfléchi pendant 50 ans et je ne le sais toujours pas. Ce que je sais, c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi je l'ai fait. Et que le poids de ça, le poids spécifique et composé de cette journée, tout ce qu'elle contenait, Tommy et Prescott et le gamin de 19 ans, et le serment et le deuil et le choix, vit dans ma poitrine depuis 1972 comme une pierre au fond d'une rivière froide. La plupart des jours, je le sens à peine. Et parfois, je suis dans le jardin, à soigner les tomates, les mains dans la terre. Et je pense à Tommy Beaumont qui voulait comprendre le sol. Et je sens chaque gramme. Ma petite fille m'a demandé une fois. Elle a 14 ans, vive comme une lame, rien ne lui échappe. Elle m'a demandé ce que j'avais fait à la guerre. Comme le demandent les enfants, directement, sans les précautions que les adultes posent sur les questions difficiles. Je lui ai dit que j'étais infirmier de combat, que mon travail était de garder les gens en vie. Elle a dit « Et tu y es arrivé ?» J'ai dit « Pour certains d'entre eux ». Elle a réfléchi, et puis elle a dit « C'est suffisant ?» Je pense à cette question depuis. Elle a été posée il y a 3 ans, et j'y pense la plupart des jours. Je n'ai pas de réponse satisfaisante. Ce que j'ai, c'est ceci. J'ai fait une promesse à un homme qui comprenait que l'alternative à cette promesse était une forme de mort morale dont le corps peut survivre, mais dont le soi ne peut pas. J'ai tenu cette promesse dans les circonstances les plus difficiles qui soient. Je l'ai tenue quand le deuil était si frais qu'il avait une température physique. Je l'ai tenue quand personne ne m'aurait reproché de ne pas la tenir. Et je suis encore là, 50 ans plus tard, à me demander si j'ai bien agi. Cette qualité irrésolue, cette incomplétude permanente, j'en suis venu à penser que c'est peut-être exactement ce que ressent un acte moral de l'intérieur. Pas la satisfaction propre d'une bonne action reconnue et classée, pas la chaleur de l'approbation, pas de résolution, juste le poids, juste le fait de le porter, juste le fait de se lever chaque matin et de soigner ce qui doit être soigné, et de ne pas savoir, de ne jamais tout à fait savoir, si la balance s'équilibre. Prescott nous a dit que le moment où on commence à décider qui mérite d'être soigné, on n'est plus des infirmiers. Il avait raison. Je le crois. J'ai aussi enterré 2 frères le même jour où j'ai sauvé l'homme qui les avait mis en terre. Et il n'existe pas de philosophie au monde suffisamment élégante pour rendre ça simple. 50 ans, un jardin, des petits-enfants, des tomates que ma femme dit être les meilleures qu'elle ait jamais mangées, et une pierre au fond d'une rivière froide. Voilà la vérité, toute la vérité, chaque partie. À vous de décider ce que ça signifie. Moi, je ne peux pas.